Alors que le monde espérait une accalmie, c'est l'inverse qui se produit. Les forces russes avancent à une vitesse inquiétante, pendant que les négociations, elles, s'enlisent. L'espoir de la paix s'éloigne et la tension atteint son paroxysme. Problème dans la négociation. Parce qu'il y a déjà des villes qui étaient là, qui sont déjà tombées, Donetsk, Luhansk, qui posent déjà problème, Zaporizhzhia. Et vous avez le président ukrainien qui est là, qui refuse, avec raison, parce que c'est le président de la République, son rôle n'est pas de céder le territoire national, qui refuse, alors que la Russie n'en fait même plus l'objet d'une discussion. La Russie considère que c'est du fait accompli. D'ailleurs, Trump, parfois, quand on l'entend sur cette question, on se demande, est-ce qu'il soutient l'Ukraine ou bien est-ce qu'il est le porte-parole de Poutine sur cette question, parce que lui aussi, il semble considérer que bon, il faut accepter que fait accompli, les territoires déjà accomplis. Le fait accompli. Et là, il ne faut pas revenir sur cette question, alors que le président Zelensky ne veut pas en entendre parler. Ça fait qu'aujourd'hui, Zelensky est vraiment dans la difficulté. Son plus gros soutien, c'était les États-Unis. Je dis bien les États-Unis, parce que c'est pas Trump qui était là à l'époque. Le soutien européen, sans le soutien américain, ne semble pas être un soutien consistant, parce que si ce soutien était consistant, il aurait pu continuer sa résistance, il aurait pu continuer ses attaques contre la Russie, alors qu'on voit clairement qu'actuellement, l'Ukraine rencontre des difficultés au plan financier, au plan matériel de guerre, et même au plan mobilisation des hommes, parce que même certains des Ukrainiens commencent à dire, mais ça suffit, il a du mal à pouvoir avoir des soldats au niveau de sa propre jeunesse. Vous évoquiez tantôt la stratégie militaire de Vladimir Poutine, mais comment l'interprétez-vous, cette stratégie actuelle de Moscou, en termes d'objectifs, en termes de moyens, surtout de rythme? Difficile de dire quelque chose. Qu'on se rappelle au début de la guerre, cette longue file qu'on nous avait montré de tanks, tout le monde disait qu'ils vont à Kiev. Beaucoup de gens avaient dit c'est terminé, en 3 semaines la guerre est finie. Ils ne sont jamais arrivés. Dans la guerre, pendant la négociation avec Trump, tout le monde se disait, bon, comme c'est la négociation, il y aura au moins une trêve. C'est le feu, une trêve. Les bombardements ont été plus intenses. On a envoyé un nombre de drones, un nombre de missiles qu'on n'a jamais envoyé en une seule fois, en une seule nuit. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour dire voilà la stratégie que Poutine utilise. C'est pourquoi je dis c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne le rythme à cette guerre. C'est lui qui fait augmenter le niveau, c'est lui qui fait baisser le niveau sans dire aux gens exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. À un certain moment, les gens se disaient mais c'est bon, il a obtenu un certain nombre d'espace sur le plan géographique, ça lui suffit, il va annexer, réclamer une zone tampon. Il a augmenté ses annexions de territoire. Assistons à une guerre d'usure. C'est carrément une guerre d'usure du côté de la Russie. Il y a carrément une guerre d'usure et je me dis que ce n'est pas contre l'Ukraine seulement, mais c'est contre également les soutiens de l'Ukraine. Puisque les pays européens, tout comme les États-Unis, ont mis du matériel, ils ont mis de l'argent, ils ont créé des difficultés au niveau de leur pays, jusqu'à ce qu'à un certain moment, certaines populations même avaient manifesté en disant on ne peut pas toujours prendre l'argent public, aller aider l'Ukraine, alors qu'il y avait des problèmes au niveau de leur propre pays. Et quand vous regardez aujourd'hui l'attitude de ceux qui continuent, ceux de l'Union européenne en particulier, les déclarations sont fortes, mais les actions ne sont pas aussi fortes que les déclarations. C'est la même chose avec Trump. Combien de fois il a dit, cette fois-ci, si on ne trouve pas une solution, je vais donner des sanctions que la Russie n'a jamais subies. Où sont les sanctions? D'ailleurs, même avec tout ce qu'ils ont déjà sanctionné, il reste quoi à sanctionner? D'autant plus que les sanctions, finalement, ça s'est retourné en partie contre ceux qui étaient en train de sanctionner. C'est vrai que Moscou également subit un coup. Quand on est en guerre, ça se ressent. Quelle que soit la puissance qu'on a, ça se ressent. Mais les Occidentaux ressentent beaucoup plus les non seulement ils ressentent beaucoup plus, on nous avait promis qu'ils vont tomber parce qu'économiquement ils ne tiendront pas, militairement ils ne tiendront pas. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Même diplomatiquement, on l'avait étouffé. Trump l'a ressuscité puisqu'on oublie qu'on l'avait convoqué pour qu'il aille répondre au niveau de la CPI. Tout le monde avait crié en disant partout où il passe, attrapez-le. Mais qui l'a reçu?
c'est le président des États-Unis et à très grande pompe. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de gens pour dire qu'on doit l'envoyer à la CPI. Donc même d'un point de vue diplomatique, là où l'Amérique avait fait sa stratégie habituelle, ce qu'on appelle l'endiguement, ben, cet endiguement ne marche plus aujourd'hui. Mandou Diouf, on s'interroge comment les Ukrainiens arrivent à tenir vaille que vaille, quoi qu'on dise, sur les fronts qui sont quand même tenus par les Russes. Et quels sont les principaux défis auxquels est confrontée justement cette armée ukrainienne en termes de manque de munitions, en termes d'hommes, en termes de défense de façon générale? Quels sont les défis de cette armée? L'Ukrainien actuellement, parce qu'on est en face d'une guerre qui est plus une guerre technique qu'une guerre d'hommes. La guerre Iran-Israël l'a montré. La guerre actuellement, ce n'est plus un nombre de régiments, mais c'est plutôt une certaine technicité pour pouvoir atteindre l'adversaire. Et sur ce plan, les Ukrainiens ont fait des efforts importants. Au départ, on mettait à leur disposition des drones. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer eux-mêmes leurs propres drones. Ce qui leur permet de faire ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, d'attaquer à l'intérieur du territoire russe et d'atteindre parfois des objectifs sur le territoire russe, alors que pendant longtemps, la guerre s'est déroulée exclusivement sur le territoire de l'Ukraine. Mais la guerre ne peut pas se faire que avec des drones, d'autant plus que de l'autre côté, quand vous faites une avancée, ils sont obligés de répondre par une autre avancée pour pouvoir neutraliser la nouvelle stratégie que vous utilisez. La difficulté, et Zelensky l'a dit tout le temps, mais il a demandé des F-16. Il a demandé des missiles pour pouvoir tirer en longueur à l'intérieur du territoire russe pour créer en Russie la même situation que la Russie crée chez lui. Parce que la Russie est sur la ligne de front, mais quand vous allez à Moscou, est-ce que vous avez quelqu'un qui a l'impression que la Russie est en guerre? Mais quand vous allez à Kiev, vous marchez, vous voyez la guerre. La nuit, vous entendez la guerre. Il veut quand même amener la guerre également sur le territoire russe pour que les Russes soient dans la même psychose que les Ukrainiens. Il ne parvient pas encore à le faire parce que les rapports de force sont très déséquilibrés. Non seulement les rapports de force sont très déséquilibrés, mais l'apport militaire, ceux qui doivent l'amener craignent de mettre à disposition des missiles. Et comme le dit Poutine, si vous entrez dans la guerre d'une certaine façon, on considère que c'est de la co-belligérance. Vous êtes rentré dans la guerre. Et bon, ça fait qu'il y a des mots, mais les gestes, il n'y en a pas beaucoup. L'Ukraine est obligée de se débrouiller pour fabriquer, et pour une telle guerre, ça ne va pas être facile. Sur le plan des hommes, une partie de la population s'est déplacée. Une partie du territoire est occupée. Parmi les jeunes, il y en a qui sont déterminés, qui s'engagent, mais il y en a qui considèrent que c'est déjà perdu. Ce n'est plus la peine. On a montré parfois des reportages où on a attrapé des jeunes pour les amener à s'engager parce qu'on n'a pas suffisamment d'hommes. J'ai parlé de 1200 km plutôt de ligne de front, mais imaginez, il faut combien d'hommes pour tenir 1200 km de ligne de front, en plus de ce qu'il faut pour pouvoir également tenir dans les villes qui sont bombardées. Il y a un problème. Il y a le côté économique.